le phénomène. Il faut marquer les esprits. Témoignage dans ce journal d'un ancien consommateur. On va le voir, la drogue a détruit une bonne partie de sa vie. Et puis dans ce journal, une large page consacrée à la CENI. L'équipe actuelle est en fin de mandat. À son tableau, 5 scrutins organisés et de grands progrès, avec notamment la biométrie. Toutes les réactions dans un instant. Et cette question, quelle CENI pour l'avenir? Abdul Karim Saïdou, politologue, enseignant à l'université Ouaga 2, est notre invité. Et puis on s'arrête dans ce journal sur un phénomène, les grossesses en milieu scolaire. Elles ont des conséquences néfastes sur la santé et le cursus des filles. Illustration dans la région des Cascades, là-bas dans un CEG, 53 filles sont tombées enceintes la même année. Reportage à suivre. La ville de Fallujah, enfin libérée de l'État islamique, c'est du moins ce qu'annoncent les forces irakiennes. Cette localité située à une 50aine de kilomètres de Bagdad était aux mains de Daesh depuis plus de 2 ans. Mission accomplie donc pour l'armée irakienne et la coalition internationale. Les regards sont désormais tournés vers Mossoul, la deuxième ville du pays encore sous le contrôle des djihadistes. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Et toutes nos excuses pour cette petite perturbation due à une coupure de courant. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre la drogue. Quelques chiffres à retenir. En 3 ans, ce sont 124 tonnes de cannabis qui ont été saisies, 51 kg de cocaïne, 36 tonnes de médicaments de la rue. La preuve de l'ampleur inquiétante du phénomène au Burkina Faso. La guerre contre la drogue est encore loin d'être gagnée. Et pour marquer les esprits, 19 tonnes de drogue ont été incinérées ce matin à Ouagadougou. Konsoun Koulibaly, Tanga Kafando. Une importante quantité de drogue incinérée ici au centre de traitement et de valorisation des déchets plastiques. C'est à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la drogue, célébrée le 27 juin de chaque année. Au Burkina Faso, le phénomène de la drogue va grandissant et touche la frange jeune et le milieu scolaire. On a constaté que dans beaucoup d'écoles à Ouagadougou et même dans les provinces, beaucoup d'enfants prennent la drogue. Selon les statistiques du Comité national de lutte contre la drogue, il a été saisi ces 3 dernières années environ 124 tonnes de cannabis, 51 kg de cocaïne, 1 kg d'héroïne et 36 tonnes de médicaments de rue. Au cours de la même période, 791 personnes ont été prises en charge pour abus de drogue. 1975 enfants et jeunes ont été reçus dans les services de l'action sociale pour toxicomanie. Les chiffres inquiètent et la lutte passe d'abord par la sensibilisation. Nous avons 67% constitués de gens qui ont moins de 35 ans. Donc la population est très jeune et si nous nous prenons garde et si rien n'est fait de manière très vigoureuse, ceux qui auront la charge de prendre le relais, le flambeau pour diriger notre pays, ça sera des drogués. La corruption, le trafic d'armes, les faux médicaments, le VIH-Sida, la traite des personnes, le blanchiment d'argent et surtout le terrorisme ont des liens forts avec la drogue. Et c'est mon comparé de demander l'implication de tous dans la lutte contre le fléau afin de couper le mal par la racine. Et puis ce témoignage poignant, celui d'un ancien consommateur de drogue. Un 1er juin, fumé sur les bancs, c'était le début de longues années d'addiction. Et puis la prison avant une prise de conscience suite à une lettre de sa fille. Son souhait aujourd'hui, que son témoignage serve de leçon aux plus jeunes. Idrissa Warga, Sanouha Christine Koulibaly. À lui, frêle, à vue d'œil, Bala, un nom d'emprunt de notre sexagénaire, porte encore les séquelles des 24 années de consommation de drogue. Une drogue avec laquelle il est entré en contact de manière fortuite un jour de l'année 1974 dans sa chambre d'élève en classe de 6e. On était en train de fumer notre cigarette, nos cigarettes du moins. On a un de nos amis qui a sorti une cigarette un peu extraordinaire qui nous semblait, qui ne sont pas comme les autres. Et là, il me pose la question, que tu ne connais pas cette cigarette-là? Je dis non. Il dit que non, que c'est la science. Et lorsque tu prends ça et que tu as la connaissance de l'empereur Sélassié, tu vois, en ce moment, Haïlé Sélassié, c'était une icône pour les jeunes. Depuis lors, Bala est addict. Toujours à la recherche de sensations fortes, il va expérimenter tout type de stupéfiants. J'ai découvert la morphine, j'ai découvert la cocaïne.
Bon, les comprimés... Le consommateur, Bala passe le cap et devient dealer. Il sera alors appréhendé et déféré à la maison d'arrêt et de correction de Bobo Dioulasso. De là, tout bascule. Ça fait un autre monde encore, la prison. J'ai connu des braqueurs, les gens qui faisaient les attaques à main armée, on a pris contact. Ils ne sont plus de ce monde. Et j'ai collaboré avec eux à ma sortie, parce que l'argent de la drogue même était devenu insignifiant. Lors de sa dernière incarcération en 1998, sa fille lui envoie une lettre très poignante qui va bouleverser sa vie. Et dans la lettre, elle a tout parlé, bon, jusqu'à la fin, à la conclusion, elle me dit, papa, je vous aime bien, mais je ne peux vous dire que vous êtes la plus grande honte que j'ai jamais eue. Depuis lors, il crée avec des amis une association pour intervenir dans la prévention de la consommation de la drogue. C'est un regret profond pour moi aujourd'hui. Quand je parle, j'ai les larmes aux yeux. Quand j'entends qu'il y a des élèves du secondaire qui sont en train de fumer, j'aurais souhaité seulement les rencontrer, pouvoir les dire, les parler. Mes aventures que j'ai eues dans la consommation de cette substance qu'ils sont en train de vouloir s'adonner à tout faire, pour pouvoir préparer quand même nos petits frères, nos enfants, à pouvoir se départir de ce mal-là et de pouvoir construire un Burkina vraiment sain. Un Burkina sain, c'est son objectif en acceptant ce témoignage. Bala souhaite que le chaos de son passé serve de leçon à la jeune génération. Ce fait divers dans le quartier Karpala de Ouagadougou qui interpelle sur le danger de certaines installations. Cet après-midi, une petite station à essence implantée à côté d'une boutique a pris feu. L'incendie a entièrement consumé les marchandises, laissant le propriétaire de l'échoppe dans le désarroi. Nongba Kouda et Nathalie Sawadgo. De la cendre et de la ferraille. Voici ce qui reste de la station d'essence et de la boutique après le passage de l'incendie. Un incendie survenu cet après-midi dans le quartier Karpala de Ouagadougou. Selon des témoins trouvés sur le lieu, le feu serait parti de la station aux environs de 14 heures. Le petit voulait aller transvaser le contenu de la barrique pour le mettre dans un bidon, puisqu'il faisait comme cela pour servir aux clients. Comme il y a la chaleur, c'est maintenant en voulant enlever l'essence de la barrique pour mettre dans le bidon que l'incendie est venu. Maintenant, comme la boutique est trop près maintenant de la station, quand la station a pris feu, le petit a crié en même temps et puis sorti. Quand il est sorti, maintenant, le boutiquier est rentré pour voir ce qui s'est passé. Quand il est parti, il a vu qu'en tout cas la barrique, le bidon, tout avait pris feu. On ne déplore ni de blessés, ni de pertes en vies humaines. Le propriétaire de la boutique évalue sa perte à environ 6 millions de francs CFA. 5 élections organisées en 5 ans. Voici le bilan de Maître Barthélémy Kéré et son équipe. Leur mandat arrive à son terme en août et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été celui de tous les défis. Les motifs de satisfaction sont nombreux. Regard critique sur le parcours de cette CENI mise en place depuis août 2011. Jacques Lamissa Tarpagat. Un organe électoral consensuel qui a assuré une bonne organisation des différentes élections au Burkina Faso. C'est l'appréciation faite par les acteurs politiques et ceux de la société civile sur le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante dont le mandat tire à sa fin. Elle est parvenue à mettre d'accord tout le monde autour d'une carte d'électeur qui en 2010 avait été déclarée illégale. Le Burkina Faso s'est doté en tout cas d'une carte d'électeur infalsifiable. On a eu un fichier biométrique et cela a été une bonne chose et a redonné confiance vraiment à la population pour repartir au vote. Je crois que c'est l'acquis qui est majeur dans ce mandat-là. Au regard des résultats qu'ils ont pu atteindre, notamment l'organisation des élections législatives et présidentielles de l'année dernière et en proclamant les résultats en J+1, je crois que c'est inouï. Malgré ses acquis et ses performances de la CENI, des réformes juridiques et institutionnelles s'avèrent nécessaires pour renforcer l'institution. Il faut dire que notre code électoral laisse à désirer par endroits et par moments. Voilà, de 2001 à 2015, le code électoral burkinabé a subi 10 révisions. Ce qui a pour conséquence
une sorte de porosité législative, c'est-à-dire que ça ne permet pas de consolider les acquis. Au niveau de la classe politique, à un moment donné, nous avons souhaité que la CENI puisse se doter d'une autonomie, que nous ne perdions pas aussi l'expertise que nous avons au niveau de la CENI. Parce que de par la loi, vous savez, ceux qui ont 2 mandats ne sont plus éligibles. Je pense que ce serait peut-être du gâchis si on ne peut pas utiliser cette expertise, cette expérience que certains hommes ont pu acquérir. Toujours dans l'esprit de renforcer la CENI, d'aucuns estiment que le Burkina Faso devrait passer au recrutement comme mode de désignation du président de la dite institution. Mais pour ces acteurs interrogés sur la question, cette proposition n'est pas pertinente pour le moment. Voilà, vous l'aurez compris, les choses sont allées un peu trop vite dans ce journal. Aucune voix discordante, acteurs politiques, société civile. Tous saluent donc l'œuvre de Maître Barthélémy Kéré et de son équipe. Mais comme on l'a vu, pour l'avenir, certains ne manquent pas de propositions tout de même pour renforcer l'institution. C'était un reportage de Ibrahima Sombier, Amadou Ilboudou et Wendata Nathalie Kaoré. À présent, je vous le disais donc, 5 élections organisées en 5 ans. Voici le bilan de Maître Barthélémy Kéré et son équipe. Leur mandat arrive à son terme en août et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été celui de tous les défis. Les motifs de satisfaction sont nombreux. Regard critique sur le parcours de cette CENI mise en place depuis août 2011, Jacques Lamissa Tarpaga. C'est en août 2011 que la Commission électorale nationale indépendante dans sa composante actuelle est mise en place. La commission est présidée par l'ancien bâtonnier Maître Barthélémy Kéré, issu de la société civile, plus précisément de la communauté catholique. Dès 2012, la nouvelle commission est mise à l'épreuve. Organiser les élections couplées législatives et municipales en décembre 2012. C'est la première fois que le Burkina Faso expérimente des élections couplées, surtout de nature différente, un scrutin local et l'autre national. Au résultat, la classe politique est satisfaite. À la CENI, le fichier électoral biométrique aura été le plus grand succès. Je crois que c'est le principal outil qui a fait que aujourd'hui notre système électoral, qu'est-ce que je veux dire? Je ne peux pas dire qu'il est parfait, mais c'est un système électoral qui inspire la confiance des acteurs. Le prochain rendez-vous, la présidentielle de 2015. La classe politique est divisée sur la prolongation ou non du mandat de l'ancien président Blaise Compaoré. Cette fracture sociale mène jusqu'à l'insurrection populaire d'octobre 2014. Il est mis fin au pouvoir en place, mais la CENI reste. Une période de transition s'ouvre au Burkina Faso avec pour principale mission opérer des réformes qui vont aboutir à des élections libres, transparentes et acceptées par tous. Bien qu'il n'y ait plus de majorité ni d'opposition, l'équipe de la CENI est restée telle. Elle se met à la tâche pour les élections, une fois de plus couplées, mais cette fois présidentielles et législatives. Les élections sont prévues pour le 11 octobre et pendant que tout le monde s'affaire, une tentative de coup d'État vient donner un coup de frein au processus. Mais les choses reprennent après l'échec du putsch et les élections ont lieu le 29 novembre 2015. Comme promis, la CENI proclame les résultats provisoires de la présidentielle dès le lendemain du scrutin. Un nouveau président est élu, Rochma Christian Kaboré. Il est même félicité par son premier challenger Zéphirin Diabré avant les résultats officiels. Le pari des élections libres et transparentes est réussi. Le Burkina Faso donne une leçon de démocratie au monde, estiment de nombreux observateurs. Mais il reste encore des élections à organiser, les municipales. Le 22 mai 2016, les Burkinabés sont appelés à désigner les conseillers municipaux. Et c'est ici que l'on constate la tache noire. C'est un déficit de la démocratie et c'est bon quand même qu'on fasse un petit effort pour pouvoir résoudre les problèmes. Ça s'est poursuivi jusqu'au jour du scrutin. Les partis politiques, que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition, qui se sont arrangés et organisés pour bloquer les opérations. C'est vraiment dommage. Cette situation conduit à l'annulation de la tenue des élections dans 3 communes. Zogoré au nord, Bégodo au centre-est et Borum au sud-ouest. Pire, l'élection des maires occasionne d'énormes violences. Si c'est cette année, moi je n'ai jamais entendu que dans le cadre de la désignation des maires, il y a des gens qui ont tué. Des gens qui meurent à la suite de la mise en place des conseils municipaux, des maires de l'exécutif local. C'est extrêmement regrettable. Évidemment, ce n'est pas un truc qui est imputable à la CENI. La CENI a fini son travail, les conseillers municipaux ont été normalement élus, il n'y avait aucun problème.
c'est la classe politique qui a été incapable de gérer convenablement en fait, cette situation-là. La CENI finit ainsi son mandat. Elle a organisé 5 élections en 5 ans. Mais le vote des Burkinabés à l'étranger n'a pas pu se tenir. Il leur est promis de nouvelles échéances, les élections de 2020. Il n'y a pas de critère d'un bon processus électoral. Le bon processus électoral, c'est le processus qui a été compris par l'ensemble des acteurs. C'est le processus qui a été validé et accepté par les acteurs. Et grosso modo, la population semble satisfaite de la manière dont les choses sont passées. Donc nous pensons que vraiment nous avons atteint les objectifs qu'on nous avait demandé d'atteindre. La nouvelle configuration politique au Burkina Faso aura certainement un impact sur la commission électorale. La commission sera renouvelée avec les nouvelles forces politiques et la société civile en place. Et pour analyser ce bilan de la CENI après 5 ans, je vous le disais, je reçois Abdoul Karim Seydou, politologue, enseignant à l'université Ouaga 2. Bonsoir, monsieur Seydou. Bonsoir. Alors, on l'a vu, est-ce que vous partagez d'abord l'enthousiasme de tous ces acteurs, en tout cas la plupart, concernant donc le bilan de Maître Barthélémy Kéré et de son équipe? Absolument. Je crois que si on fait l'analyse, si on fait le bilan de ce que la commission électorale a pu atteindre comme objectif, on peut se rendre à l'évidence effectivement qu'elle a pu véritablement être à la hauteur de la mission qui lui a été assignée. Parce qu'il y a eu un certain nombre d'acquis qui ont été enregistrés, d'ailleurs qui ont été cités dans l'élément qui vient de passer, notamment sur le plan politique. Le fait que la CENI soit arrivée à, en tout cas, avoir la confiance de l'ensemble des forces vives, de l'ensemble des parties prenantes au processus électoral, et aussi sur le plan technique, sur le plan organisationnel, l'adoption de la biométrie, la réussite du couplage, qui était une première expérience au Burkina Faso. Donc, quand on fait l'analyse de façon générale, on peut dire que le Burkina Faso a eu raison d'opter pour n'est-ce pas, ce mécanisme d'organisation des élections, avoir une commission indépendante au lieu que les élections soient organisées par l'administration. Il faut dire que ce n'était pas évident vu donc tous ces bouleversements qui ont jalonné ce mandat de 5 ans. Oui, je pense que c'est un des indicateurs qu'on peut utiliser pour apprécier véritablement l'ancrage institutionnel de la CENI, c'est le fait qu'elle ait survécu à l'insurrection populaire. Il vous souviendra qu'il y a eu un débat à l'issue de l'insurrection populaire sur la question de savoir si la CENI devait être maintenue, compte tenu du fait que certains avaient estimé que elle ne pouvait pas refléter la Elle ne reflétait plus la réalité, surtout après l'insurrection. Voilà. Et puis le départ de l'ancienne majorité. Voilà, mais je pense qu'il y a eu un débat public sur la question qui a conduit donc au maintien de la CENI, parce que finalement, on s'est rendu compte que toutes les forces vives étaient représentées. Les gens avaient changé de camp, certes, mais pendant la transition, on ne pouvait pas parler de majorité ni d'opposition. Mais quand on regarde, les principales forces politiques étaient représentées, la société civile était représentée, donc ce n'était pas nécessaire, en tout cas, de bouleverser ce processus. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire également que la force de cette équipe a été vraiment la communication? Parce qu'on a vu, à tout moment, en tout cas, c'était une équipe qui communiquait beaucoup et qui n'évitait aucune question. Absolument. Je crois que c'est un des acquis enregistrés par cette équipe, parce que quand on compare avec l'équipe précédente, où on a enregistré beaucoup de tensions avec certains acteurs des partis politiques, je pense que cette commission a pu tirer les leçons de cette expérience antérieure. Donc il y a une politique de dialogue, de communication qui a été mise en place, et même après les élections, on a vu les équipes de la CENI sillonner l'ensemble des acteurs pour les remercier. Donc, au-delà de l'application de la loi électorale, de l'administration électorale en tant que telle, cette équipe a fait des efforts essentiels pour véritablement, en tout cas, inspirer la confiance des acteurs. Parce qu'une commission de cette nature, si elle ne bénéficie pas de la confiance des acteurs, elle ne peut pas atteindre les objectifs qui lui ont été assignés. Avant de poursuivre, on l'a vu, la question aujourd'hui, certains l'ont relevé, c'est quelle CENI donc pour l'avenir? Les propositions ne manquent pas au moment où l'on se prépare donc à renouveler les membres de l'institution. Comment ce processus va-t-il se dérouler? Suivons ce reportage de Carrefour Césaire et Yarkiteda. Maître Barthélémy Kéré et son équipe sont en fin de mandat. Ils doivent quitter la CENI en août prochain. Au regard de la configuration politique actuelle au Burkina Faso, des questions se posent sur la forme
de la future Commission électorale nationale indépendante. Pour la nouvelle CENI à venir, les termes de la loi n'ont pas encore été changés, puisque conformément à la loi portant code électoral du Burkina Faso, la CENI est élue pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Alors, l'actuelle CENI a été mise en place en 2011. Il était de bon droit que l'on songeons à procéder au renouvellement de la CENI, conformément justement aux dispositions du code électoral qui nous oblige à le faire tous les 5 ans. Pour le moment, le format de la CENI va rester en l'état. La composition demeure également la même. La composition tripartite, organisation de la société civile, parti de l'opposition et parti au pouvoir reste pour le moment jusqu'à ce que de nouvelles réformes puissent prendre en compte les différentes réformes qui avaient été proposées ici et là. Plusieurs réformes ont été proposées, les uns pour sa constitutionnalisation, les autres militent en faveur de la transformation de la CENI simplement en une administration électorale, alors que d'autres par contre sont pour le maintien de la CENI dans sa forme actuelle, tout en renforçant les dispositifs organisationnels. Mais pour l'instant, il n'en est rien. La future CENI aura pour point d'ancrage la réflexion sur le vote des Burkinabés de l'étranger. En attendant de changer de format ou pas, les membres de la future CENI entreront logiquement en activité le 2 août 2016. Voilà, Abdul Karim Saïdou, la loi n'a pas changé, mais on l'a vu, les idées foisonnent. Alors pour vous, est-ce qu'il y a quelque chose à changer dans la configuration actuelle de la CENI pour plus d'efficacité? Alors, sur la réforme de la CENI, il y a plusieurs propositions qui ont été faites. Déjà en 2008, par le mécanisme africain d'évaluation, par les pairs, le MAEP, il y a eu également des réflexions conduites par le CGD. Et récemment, la Commission de la réconciliation nationale et des réformes a fait des propositions. Également, la mission d'observation électorale de l'Union européenne a fait des recommandations. Je pense que la tendance générale aujourd'hui en matière de réforme, d'abord, c'est de dire qu'il faut maintenir la CENI en tant qu'organisme indépendant d'organisation des élections. Déjà, cela est une recommandation forte de la CEDEAO si on s'appuie sur le protocole sur la bonne gouvernance et les élections de 2001. Donc ça, c'est une tendance très forte. Deuxièmement, au niveau des réformes, je pense que la principale proposition qui a été faite et qui est contenue dans le rapport de la Commission des réformes sur la transition, c'était de voir s'il n'était pas pertinent de maintenir la configuration actuelle, c'est-à-dire parti politique, majorité, opposition, société civile, mais faire en sorte que ces différents acteurs-là constituent une sorte d'organe délibérant, une sorte de comité de pilotage ou conseil d'administration, et avoir en plus de cela une équipe technique dont les membres seraient recrutés par voie d'appel à candidature, donc sur la base de leurs compétences. Donc, c'est allier la légitimité politique avec l'expertise électorale. Donc, aller vers une professionnalisation de l'administration électorale. Mais ici aussi, on l'a vu, quelques réserves ont été émises. Il y a le risque de perdre de l'expertise, parce que bon, après 2 mandats, tous les membres s'en vont. Pratiquement, ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont pas une certaine expérience, qui viennent et qui recommencent donc à apprendre un peu le processus d'organisation des élections. Oui, si vous regardez le rapport de la mission d'observation de l'Union européenne, ils ont fait des propositions dans ce sens. Par exemple, que le renouvellement se fasse de façon échelonnée, par exemple sur la base d'un tiers ou de 2/5, de telle façon qu'il y ait une certaine continuité. Mais la proposition de la Commission de la réconciliation et des réformes prend en compte cette dimension. Parce qu'il va s'agir véritablement d'aller vers une professionnalisation, faire en sorte que, même au niveau des démembrements, que ceux qui exécutent les tâches quotidiennes soient véritablement des acteurs qui ont une certaine expertise. Parce que rien ne nous dit que les partis politiques, les organisations de la société civile vont désigner des gens qui ont l'expertise, qui ont l'expérience. C'est une chance qu'on a eu dans cette équipe sortante-là, des gens qui avaient une certaine compétence, une certaine expérience, parce que la plupart ont suivi la formation Bridge, qui est la meilleure formation en administration électorale au monde. Mais ce n'est pas évident que dans la nouvelle équipe, qu'on ait des gens qui aient de telles capacités. Donc je pense que si on met sur la table l'ensemble des réflexions qui ont été faites, des propositions qui ont été faites, on peut trouver des stratégies pour aménager, n'est-ce pas, la nouvelle CENI, voilà, surtout dans la perspective du vote des Burkinabés de l'extérieur qui est prévu pour 2020. Merci Abdul Karim Saïdou d'être passé sur notre plateau pour toutes ces analyses. Un rappel donc, mesdames et messieurs, Abdul Karim Saïdou, politologue, enseignant à l'université Ouaga 2, était l'invité de ce 20h. Il est donc venu analyser le mandat, mais aussi les perspectives de la CENI.
On s'arrête dans ce journal à présent sur un phénomène, les grossesses en milieu scolaire. Je vous le disais, elles ont des conséquences néfastes sur la santé et le cursus des filles. Illustration dans la région des Cascades, là-bas dans un sujet, 53 filles sont tombées enceintes la même année. Reportage Jean-Eudes Bayala, Nathalie Sawadou. Aline a 16 ans. Elle est élève en classe de 4e au lycée Santa de Niangoloko dans la province des Cascades. Elle est orpheline de père et de mère, et ce, depuis la classe de CM2. Elle a été récupérée par son oncle. Aujourd'hui, Aline est enceinte de 4 mois. Pour les besoins du film, nous avons choisi de ne pas vous présenter son visage. On s'est rencontrés et puis il a dit qu'il m'aime. Bon, je n'ai pas voulu même prendre cette grossesse, je regrette même. Aline risque d'être exclue de l'école. Elle a déjà repris la classe de 6e. Pour le premier trimestre, elle était à 8 de moyenne. Et toujours la même chose pour le deuxième trimestre. Bon, ce troisième trimestre, la tendance là, bon, on n'a pas encore calculé les moyennes, mais c'est pratiquement la même chose. Maïmouna, elle, a 19 ans et est élève en classe de 3e au lycée Santa, le même lycée que Aline. À 3 semaines des examens du BEPC, elle vient d'accoucher. Malheureusement, son bébé n'a pas survécu. Dans le lycée Santa de Niangoloko, de nombreuses autres filles sont dans la même situation. L'année scolaire 2014-2015, on avait 430 élèves. Et sur les 430 élèves, on avait 27 filles en grossesse. Vu que ces filles étaient en grossesse et qu'elles se cachaient, il y en a même qui ont abandonné. Et on a mené des sensibilisations, ce qui nous a donné un résultat de 9 filles en grossesse cette année sur 494. Nous avons quitté la ville de Niangoloko pour faire le constat dans un village. Nous sommes à Wangolodougou, une commune rurale située à 35 km de Niangoloko. Ici, au collège d'enseignement général, les cours sont déjà arrêtés, mais nous avons pu rencontrer quelques élèves et le premier responsable de l'établissement. Tenez, cette jeune fille de 14 ans est en classe de 6e et est presque à terme. L'ampleur du phénomène est inquiétante. En 2015, nous avions à peu près 6 cas. Et cette année, nous avons 8 cas. Ce n'est pas ce que nous dit le conseiller municipal de la localité, lui-même ayant ses 2 filles enceintes. Pour lui, le nombre de cas de grossesse est bien plus élevé. Pour 2015, on avait estimé 53 filles enceintes. Certains témoignages recueillis ça et là rapportent au moins une trentaine de cas de grossesse rien que pour cette année scolaire 2015-2016. Selon le médecin-chef du district sanitaire de Niangoloko, plus de 60% des dispenses au sport accordées aux filles cette année sont dues à des grossesses. Ces filles, souvent dans le désespoir, s'adonnent à toutes sortes de pratiques pour interrompre leur grossesse. C'est une jeune fille, adolescente, qui était enceinte et qui présentait un avortement en cours. Les personnes ont eu à traumatiser l'utérus de la patiente, ce qui a abouti à une perforation de l'utérus et également une perforation au niveau au niveau des intestins. Nous avons référé cette patiente vers le centre régional de Banfora et arrivé au niveau du centre hospitalier régional de Banfora avec le plateau technique qui était là. J'étais obligé de la réévacuer encore au CHU de Bobo Dioulasso. On était obligé, pour la sauver, d'enlever l'utérus de la patiente. Mais qu'est-ce qui explique l'ampleur du phénomène dans la région? L'association Sigiti Moroson est l'une des associations qui œuvre pour l'épanouissement des filles dans la localité. Elle a en charge plus d'une vingtaine de filles orphelines ou abandonnées. Nous intervenons dans un seul établissement qui est un centre de formation professionnelle non formelle dans un village. Et là-bas, à l'ouverture du centre, il y avait eu 18 cas de grossesse. Avec notre intervention, l'année suivante, il y a eu un seul cas de grossesse et une grossesse désirée par l'intéressé.
Le phénomène des grossesses en milieu scolaire est récurrent. Bien que le cas des cascades soit élevé, il n'y a pas que dans cette région. On retrouve ces mêmes cas dans presque toutes les régions du Burkina Faso. Voilà pour ce constat, le mois béni du jeûne musulman qui tire à sa fin. Bientôt la grande fête du Ramadan. Dans certains secteurs, on compte les jours. C'est le cas notamment dans la restauration. Pour ces acteurs, mois de jeûne rime avec vache maigre. Constat à Dori, Pawadrogo, Jean Zongo, Aboubakar Sayon. Le soleil jette ses dernières lueurs sur la ville de Dori. C'est bientôt l'heure de la rupture du jeûne. Ces fidèles musulmans ont décidé de le rompre en communauté. Au menu, des plats légers avant de débuter la prière. À la rupture, on prend ce qu'on appelle les galettes de riz. On prend surtout du Lipton, la plupart des gens. Mais on prend plus de liquide que tout. Donc on prend du Lipton, on prend du Nyamakoudji, comme on dit, du Lembourji et du Kapal. Et maintenant, après la prière, on va boire la bouillie et manger maintenant un plat lourd le tôt et accompagner encore du lait. Ici, comme partout ailleurs, on enregistre pendant le mois de Ramadan une hausse de la demande des denrées prisées par les jeûneurs et de certains produits de grande consommation comme le mil, le sucre, l'huile et le riz. Cette forte demande s'accompagne souvent d'une augmentation des prix, occasion pour les commerçants de vendre un peu plus que d'habitude. Ce que les gens consomment de plus, c'est le sucre là, et puis il y a les dates aussi que les gens payent. Bon, ça c'est pour casser le carême avec. C'est pas trop de bénéfices que nous faisons, on fait un peu de bénéfices seulement au mois du carême. Les grands commerçants ne sont pas les seuls à tirer profit du mois de Ramadan. Beaucoup de petits commerces se développent pendant cette période. Les fruits, les jus, la bouillie, les galettes, la soupe et la glace sont les produits proposés par ces commerçantes installées aux abords du marché de Dori. Madame Kaboré vend des galettes et son petit commerce prend des galons pendant le mois de jeûne. Depuis le mois de Ramadan, en tout cas, ça marche bien. On gagne. Parce que je vends 1 à 25. Il y en a le bénéfice un peu en tout cas. Rosine Mikema est spécialisée dans la production de jus. Le mois béni de Ramadan est une aubaine pour elle. Je vends du bissap, Nyamakoudji, teureau au lait, au chata. Pendant le mois de carême, je peux vendre 30 à 35 000 par jour, or que les jours ordinaires, c'est 10 000, 15 000. Les vendeurs de boubous, de babouches, de chapelets, de tapis et de bonnets de prière ont plus de clients que pendant les autres mois de l'année. En tout cas, s'il y a des carèmes comme ça, en tout cas, ça marche. Le marché, ça marche un peu. S'il y a des fêtes, il va venir 3 jours. En tout cas, les gens vont venir beaucoup payer de boubous pour aller prier. En tout cas, ça marche. L'enthousiasme de ces commerçants est loin d'être partagé. Dans ce maquis, les places restent désespérément vides. Pour cette période du mois de carême, vraiment les activités sont à la baisse, au ralentissement même, je pourrais le dire. Tout ne va pas comme d'habitude. On est peut-être même aux 2/3 de la clientèle qui vient ici habituellement. Voilà. Cette morosité est également ressentie chez les restaurateurs. Parce qu'il y avait une baisse, ça ne marchait pas. Et le carême est venu s'ajouter, ça a aggravé les choses. Chacun crie, ça ne marche pas. Au final, on peut dire que pendant le mois de Ramadan, autant les fidèles jeûnent, autant l'activité économique jeûne, notamment dans les zones fortement islamisées. Les activités commerciales liées au jeûne fleurissent, pendant que celles qui ne sont pas recommandées par l'islam entrent en hibernation. Voilà, le ministre des Affaires étrangères aux côtés des déplacés du conflit intercommunautaire de Bouna en Côte d'Ivoire. Depuis ces dramatiques événements, ils sont installés dans le sud-ouest, notamment à Batié. En ce mois béni, Alpha Bari est allé leur traduire la solidarité du gouvernement. Justin Karambiri, ici à Kanana. Le gouvernement burkinabé, solidaire une fois de plus, des retournés de la crise intercommunautaire de Bouna, installée dans la province du Nombiel. À Batié, Alpha Bari, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, dit être venu traduire la compassion et les encouragements du gouvernement.
mais également remettre ses vivres d'une douzaine de tonnes composées de riz, de sucre et d'huile. Et l'appui que nous apportons, c'est juste vraiment dans le cadre du carême musulman pour permettre à ces populations-là qui ont été perturbées dans leur vie quotidienne de pouvoir faire face à cette situation. Le geste est du chef de l'État et bien apprécié par les bénéficiaires. Avec toute l'aide que le gouvernement et les autres structures nous envoient ici, on est vraiment très contents et on les remercie beaucoup. Occasion saisie par le premier responsable en charge des Burkinabés de l'extérieur de mener une campagne de sensibilisation. Alpha Bari a exhorté ses déplacés à investir dorénavant dans la mère patrie. En tant que ministre des Burkinabés de l'extérieur, c'est le message que j'ai l'habitude de leur donner quand je passe dans les différents pays. Et l'occasion était belle ici de leur dire qu'ils ont été victimes d'une situation qui fait que s'ils avaient investi dans leur pays, ils allaient pouvoir amortir le choc de ce qu'ils ont vécu. D'un millier de déplacés aux premières heures de la crise en mars dernier, ils sont environ 500 à être installés dans les centres d'accueil de Batié et de Kpéré. Et au ministre Alpha Bari de saluer l'esprit de solidarité à l'égard de ces infortunés. La représentante résidente de la Banque ouest-africaine de développement sur le site de la centrale de production de la Sonabel Bobo 2, la BOAD a décaissé 15 milliards de francs CFA pour le renforcement des capacités de cette centrale. La représentante est donc allée constater les résultats de ces investissements. Hassan Gourabou, à Hadis Sandamba. Reine Ayeva, représentante résidente de la BOAD, la Banque ouest-africaine du développement, sur les traces des investissements de l'institution. Ici, à la centrale de production de la Sonabel Bobo 2, la BOAD a injecté 15 milliards de francs CFA pour le renforcement des capacités de cette centrale en matière de fourniture d'électricité. Et ce sont donc ces installations qui font aujourd'hui objet de visite. Le projet est entièrement réalisé. Les groupes sont mis en service. Donc, je vous dis que nous sommes entièrement satisfaits. Le projet a été très bien réalisé. Du côté de la nationale de l'électricité, ces investissements ont certes permis de réduire un tant soit peu les délestages, mais beaucoup reste encore à faire au regard de la demande qui ne cesse de croître. En la matière, il y a des partenaires qui veulent nous aider à réhabiliter un certain nombre de machines qui va nous permettre de récupérer au moins 30 MW. Et il y a aussi un projet de renforcement des capacités de production en termes thermiques. Donc en principe, en 2017, si tout va bien, on doit pouvoir avoir entre 30 et 80 MW pour renforcer la capacité de production. En plus des installations financées par la BOAD, Reine Ayeva s'est également imprégné du processus de production d'électricité dans cette centrale. À la centrale Bobo 2, l'hôte du jour a pu s'enquérir des conditions de travail ainsi que des difficultés auxquelles fait face la Sonabel. 7 ans déjà que les ruines de l'Europénie sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Un anniversaire célébré ce matin sur le site même à l'initiative du ministère de la Culture. Au-delà du festif, c'est surtout un moment de réflexion sur la sécurité et la valorisation des sites touristiques au Burkina Faso. Basile Bassolé et Christophe Da. Au pas de course vers des lendemains meilleurs pour les ruines de l'Europénie, c'est l'esprit de cette traditionnelle course relais annonciatrice de l'anniversaire de ce monument historique. Ce 7e anniversaire, sobre dans son organisation, est une tribune pour le gouvernement de réaffirmer sa fidélité aux objectifs affichés par le Burkina dès les premières heures de l'inscription de la bâtisse au patrimoine mondial de l'UNESCO. La célébration de l'anniversaire des ruines de l'Europénie se veut une interpellation de toute l'opinion nationale et internationale, une interpellation des citoyens afin que tous on œuvre à sauvegarder les ruines de l'Europénie, qu'on œuvre à promouvoir les ruines de l'Europénie, car comme j'ai insisté dans mon discours, si nous perdons les ruines de l'Europénie, c'est notre âme qui ira en perdition. Nous allons nous battre pour rechercher les moyens où ils se trouvent et nous allons accomplir ce qui relève du devoir de la nation. La nation burkinabé a déjà pris des dispositions dans ce sens,
parmi lesquels l'injection de plusieurs milliards de francs CFA dans ce qui est appelé programme de valorisation et d'aménagement actuellement en cours. Les buts étant de rendre ce site attractif et viable, chacun des Burkinabés devra jouer sa partition. Et la touche particulière que moi j'ai, après avoir vu ce site merveilleux, c'est de faire en sorte que le peuple burkinabé prenne conscience de ses richesses. Et c'est à cela que nous devons travailler. Du travail, il y en a sur le terrain avec des résultats à l'appui. Selon le directeur général du patrimoine culturel, les chercheurs ont fait de nouvelles découvertes qui pourraient aider à élucider la question sur l'origine des ruines. Hors de chez nous à présent, la ville de Falloujah, enfin libérée de l'État islamique, c'est du moins ce qu'annoncent les forces irakiennes. Cette localité située à une cinquantaine de kilomètres de Bagdad était aux mains de Daesh depuis plus de 2 ans. Mission accomplie donc pour l'armée irakienne et la coalition internationale. Les regards sont désormais tournés vers Mossoul, la deuxième ville du pays encore sous le contrôle des djihadistes. Les forces irakiennes annoncent avoir totalement libéré Falloujah. Falloujah se trouve à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Bagdad et la ville était aux mains des djihadistes de l'État islamique depuis janvier 2014. Les troupes irakiennes avaient lancé l'offensive pour reprendre Falloujah à la fin du mois de mai avec l'appui aérien des forces de la coalition internationale conduite par les États-Unis. Les djihadistes ont laissé derrière eux une quantité importante d'engins explosifs qui rendent encore plus compliqué le retour des dizaines de milliers d'habitants de Falloujah qui ont pris la fuite devant les combats. Un porte-parole des opérations militaires en Irak indique par ailleurs que certains djihadistes seraient repliés dans des poches de résistance au nord-ouest de Falloujah. L'État islamique contrôle encore des zones importantes au nord de l'Irak ainsi que Mossoul, la deuxième plus grande ville du pays. Dimanche sport pour finir et je reçois Mahamadi Ouena. Bonsoir Ouena. Bonsoir Jean-Emmanuel. Alors pour commencer, le Burkina connaît ses adversaires pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 et ce ne sera pas facile. Oui, ce ne sera pas facile. Depuis vendredi, c'est connu avec le tirage au sort qui a eu lieu au Caire. Et pour cette phase de groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, le Burkina va évoluer dans le groupe D avec pour adversaire le Sénégal, le Cap-Vert et l'Afrique du Sud. On sait que le Sénégal actuellement, avec sa pléthore de stars, est sans doute le favori du groupe. Il ne faut pas se le cacher, c'est le favori. Et la preuve, le Sénégal, pendant les éliminatoires de la CAN, les éliminatoires qui ne sont pas encore terminés, a fait 5 victoires sur 5 matchs joués. Et n'empêche que le Burkina, qui connaît bien le Sénégal, va jouer son va-tout dans ce groupe. On connaît bien le Sénégal, on connaît bien l'Afrique du Sud et le Cap-Vert aussi. Le Cap-Vert qui malheureusement reste une équipe invaincue devant le Burkina. La balance est en faveur des Cap-Verdiens, mais je crois que cette fois-ci, il faut renverser la tendance pour pouvoir se qualifier. Et s'il y a un peu plus de professionnalisme dans le management de l'équipe nationale, je crois qu'on peut avoir notre mot à dire, surtout que dans le contrat de Paulo Duarte, le sélectionneur national, il lui est exigé une qualification pour Russie 2018. Voilà, impossible n'est pas étalon. Euro 2016, on connaît déjà 5 quarts de finalistes également. Oui, l'Allemagne, la France, le Pays de Galles, la Pologne et le Portugal sont les premiers qualifiés pour les quarts de finale. Leurs résultats, l'Allemagne qui bat Slovaquie 3-0, France, Irlande du Sud 2-1, Pays de Galles, Irlande du Nord 1-0, Pologne, Suisse 0-0 et la Pologne est passée au tir au but. Croatie, Portugal 0-1, avantage au Portugal. Et actuellement se joue Hongrie-Belgique. Le score était de 3-0 en faveur de la Belgique à quelques minutes de la fin. Et demain, les huitièmes de finale se poursuivent avec notamment Italie-Espagne à 16h, un match qui sera diffusé en direct sur la RTB. Et à 19h, on a Angleterre-Islande. Alors, plus proche de nous, le championnat de foot de D1, ça cale en haut du classement et ça se précise en bas pour le Banqui. Oui, malgré l'euro, le championnat quotidien continue. Et en haut du tableau, il y a eu un petit blocage. Ça veut dire que le RCK et COSAP ont fait match nul 0 but partout.
Et cet après-midi, l'USO qui avait la possibilité de prendre la tête du championnat n'a pas réussi. Il faut USO 0 but partout également. Le RCB s'est fait surprendre par Majestic à Bobo, 0-1 but pour Majestic. Et Uzi Asfa Yenenga 1 but partout. AS Sonabel BPS 1-0 pour l'AS Sonabel. ASV Santos 0-0. Et Bangui Ageb 0-1. Une défaite de Bangui qui est lourde de conséquences. Et USCO qui se joue actuellement, c'était 0-0 à 5 minutes de la fin, mais il y a eu la pluie et le match est arrêté et je crois que ça va reprendre incessamment. Et au niveau de la tête, le RCK garde toujours la tête avec 54 points, suivi de l'USO qui est deuxième, 52 points, et le RCB est troisième avec 50 points. Le premier non relégable actuellement, c'est l'USCO, avec 27 points si on prend en compte ce match nul à la 85e minute. Et l'USI, qui est le premier relégable, à 22 points, et Bangui Sport avec 15 points, la défaite de trop. Et Bangui est mathématiquement relégué en deuxième division en attendant l'homologation des résultats par la Ligue de football professionnel. Voilà d'autres informations, mais on n'est plus par le temps. Dites-nous combien on a eu de médailles à l'athlétisme, championnats africains. 4 médailles d'argent. 4 médailles d'argent. Oui. Voilà, plus d'informations certainement demain au magazine des sports. Rendez-vous est pris donc pour 21h. Oui, demain 21h avec plus de détails et d'images. Merci Wina d'être passé sur ce plateau. Voilà mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Toute l'équipe de cette semaine par ma voix vous souhaite une bonne reprise de travail demain.